Merci Mehdi, merci à tout le comité de l'AMCAR de m'avoir invité. Et je vais vous parler un peu de vieux, de patients très vieux, d'une classe thérapeutique très vieille et d'un laboratoire qui a plus d'un siècle d'existence. Finalement, sur cette slide, le seul jeune, le seul intrus, c'est moi. Je suis le plus jeune de cette slide. Alors, on va parler un petit peu des bêta-bloqueurs et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mieux les exploiter quand on a face à nous des patients d'un certain âge. Et on va faire un petit focus sur les patients âgés, insuffisants cardiaques. Alors, avant de parler des bêta-bloqueurs et comment est-ce qu'on peut les exploiter, on va parler tout d'abord du patient âgé insuffisant cardiaque. Et je vais vous montrer que ce n'est pas un patient facile, vous le devinez déjà, si vous voyez de plus en plus de patients âgés. Et quand on parle déjà de cette pathologie, l'insuffisance cardiaque, sachez que c'est une maladie spécialement, ou bien qui est beaucoup plus prévalente chez les personnes âgées. Ici, on a un registre américain qui montre clairement que quand on passe de la tranche d'âge entre 40 et 60 ans à un âge de plus de 70 ans, voire de plus de 80 ans, eh bien, la prévalence de la pathologie va être multipliée par environ 10 qu'on soit sur les hommes ou sur les femmes. Sur ce registre portugais, disons de grande envergure, qui a suivi les patients sur une vingtaine d'années, là aussi on a le même constat, ça veut dire une prévalence beaucoup plus élevée quand on passe à des tranches d'âge très, très avancées, à partir de 70 ans, 80 ans et même plus. Vous allez me dire, oui, on ne voit pas beaucoup de patients de plus de 90 ans au Maroc, mais là, on est pratiquement sur un décalage démographique d'environ 20 ans par rapport à l'Europe. Et maintenant, on est ce qu'était l'Europe et les États-Unis il y a une vingtaine d'années. Et puis, il y a un problème là. Et puis, ce qu'on apprend en cardiogériatrie, c'est de ne plus regarder que la pathologie, mais voir surtout le patient. Et quand on voit ce patient cardiaque et âgé, voilà ce que représente un patient cardiaque en termes de comorbidité. Quand on passe d'un patient de 65 ans à un patient de 85 ans, pratiquement un patient sur deux a au moins 2, voire 4, 5 maladies chroniques. Ça, c'est quand on voit toutes les maladies chroniques que peut avoir un patient âgé. Maintenant, quand on est spécifiquement sur des maladies cardiovasculaires lourdes, quand on est sur de l'insuffisance cardiaque ou bien des AVC ou bien de la FA, eh bien regardez, uniquement un tiers des patients ont au moins 2 pathologies associées. Finalement, les 2 tiers des patients âgés insuffisants cardiaques vont avoir au moins 4, 5, voire même plus de 6 pathologies associées chroniques. Et quand on voit un peu quelles sont ces pathologies, ce n'est pas n'importe quelle pathologie, c'est des pathologies qui rendent vraiment le patient très, très difficile à gérer. Voilà ce qu'on peut avoir sur ce registre américain d'environ 86 000 patients. La plupart des patients âgés insuffisants cardiaques de plus de 85 ans, ils vont avoir des pathologies très, très lourdes, notamment des chutes, que ce soit d'origine cardiaque ou d'origine extracardiaque, les hypotensions, les sarcopénies, tout ce qui entraîne des chutes chez les patients. On a beaucoup de pathologies pulmonaires à des stades avancés. Environ 20% des patients âgés insuffisants cardiaques sont aussi porteurs de pathologies pulmonaires type BPCO. Et surtout, on a pratiquement un patient sur 2 qui a des troubles cognitifs et qui fait que la gestion même des médicaments qu'on va leur prescrire n'est pas chose facile, avec un risque bien évidemment de surdosage. Et finalement, si vous êtes bien réveillé, si vous êtes de bonne humeur, vous allez voir sur cette slide une belle fleur, mais il faudrait surtout voir d'autres choses. Il faudrait revoir un patient âgé qui est vraiment très très difficile à gérer, avec beaucoup de pathologies associées, avec surtout de la fragilité des syndromes gériatriques, un déclin cognitif qui fait que ce patient-là, finalement, il est très difficile à gérer. Pourquoi c'est difficile à gérer? Parce que quand on parle de plusieurs pathologies chroniques associées, eh bien, ça va s'impacter finalement sur l'ordonnance du patient. Et un patient âgé insuffisant cardiaque bien traité, eh bien, il va avoir une ordonnance qui va renfermer au moins une dizaine de médicaments. Et chez ces patients-là, quand on a cette polymédication, c'est vraiment le territoire où on va voir
plus d'interactions médicamenteuses, il y a un problème de tolérance dû à l'âge, mais dû aussi à ces interactions, et surtout, ça va s'impacter sur le résultat final qui est l'observance au traitement. Et quand on parle de patients âgés, il y a autre chose. Il y a tout ce qui est syndrome gériatrique qui est associé à ces patients-là. Et quand on a des syndromes gériatriques associés, et c'est le cas quand on va vraiment les chercher, quand on a des patients âgés, ben, ils sont pratiquement tous à une fragilité soit légère, modérée ou avancée. Ils ont des troubles de nutrition et ils ont des troubles cognitifs. Tout cela fait que la pharmacodynamie des médicaments qu'on a tendance à manier de manière très, très aisée eh ben, va se retrouver avec une pharmacodynamie totalement changée chez ces patients-là, avec un risque de surdosage. Finalement, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que, oui, on sait très bien gérer les patients insuffisants cardiaques, on a pratiquement des guidelines assez faciles à mettre en route, mais quand on a des patients âgés, eh ben, vous allez devoir faire un équilibre avec tous ces éléments-là. Du coup, je vais vous parler d'une des classes thérapeutiques qui sont les bêta-bloqueurs. Et pourquoi je vous ai fait tout ce topo sur le profil du patient insuffisant cardiaque âgé? C'est que c'est un patient où plus on a des médicaments qui sont bien tolérés, avec moins d'effets secondaires, moins d'interactions, mieux c'est pour le patient. Autrement, si on prescrit des médicaments qui sont certes bénéfiques, mais qui seront mal tolérés chez les patients, ben on risque d'avoir plus de dégâts que de bénéfices. Je ne suis pas là pour vous parler des bêta-bloqueurs, quoi. Ce sont des médicaments qui sont maintenant des piliers de la prise en charge des patients insuffisants cardiaques, qu'on soit sur la FE réduite spécialement, mais on l'oublie peut-être. Mais quand on voit un petit peu tous les médicaments de cette quadrithérapie finalement, on oublie que les bêta-bloqueurs sont les plus performants en matière de baisse de mortalité. Oui, maintenant la tendance est de parler des ARNI, des anti-SGLT2 à juste titre d'ailleurs, mais les bêta-bloqueurs c'est quand même moins de 34% de mortalité. Ils font vraiment mieux que tout ce qui a été apporté comme bénéfice des anti-SGLT2 et des ARNI. Mieux encore, ce sont des médicaments qui ont fait une réelle remontada, puisqu'ils sont passés d'une classe thérapeutique contre-indiquée à une classe thérapeutique qui est très très bénéfique chez ces patients-là. Mieux encore, leur effet est très rapide. Ça veut dire que quand on calcule le score NNT, ça veut dire le nombre de patients à traiter pour éviter un décès chez ces patients-là, finalement, quand on les compare aux autres classes thérapeutiques, ben, ils font bien leur job. On est à 12 mois sur un score NNT à 28 et sur 36 mois, ça veut dire à moyen terme, on est sur un score de 9 patients traités pour éviter un décès, ce qui est très très honorable comparativement à d'autres médicaments qui sont maintenant très à la mode, mais à juste titre. Quand la FE est modérément réduite ou bien la FE est préservée, là aussi les bêta-bloqueurs trouvent une place. Certes que dans la FE modérément réduite, ils sont encore en classe 2B. Dans la FE préservée, ils ont une place, mais ce n'est pas vraiment un pilier du traitement de fond. On va les prescrire essentiellement quand on a des cardiopathies associées, genre FA, cardiopathie ischémique ou même hypertension. Ça, c'est quand on voit tous les patients, le tout venant. Maintenant, quand on voit les patients très, très âgés, des patients de plus de 80 ans, et on commence à les voir, je ne sais pas est-ce que c'est le cas pour vous, mais on commence à les voir aussi, des patients très, très âgés. Ben pour cela, je vous présente ici les recommandations françaises de gériatrie. Regardez que les bêta-bloqueurs, avec les IEC-ARA2, occupent la première place, et il faudrait vraiment les prescrire en première intention. Et contrairement à ce qu'on peut faire avec des patients un peu plus jeunes, ben les anti-SGLT2 et les ARNI passent un petit peu en deuxième plan quand on a affaire à des patients très très âgés, au-delà de 80 ans. Quand la FE est préservée, là aussi, ils trouvent leur place aisément dans les cardiopathies ischémiques associées ou bien dans la FA ou de l'hypertension artérielle. Mais il y a un mais dans tout ça. Quand on voit un petit peu toutes les études qui ont été faites sur ces médicaments hyper utiles, ben on voit qu'il y a, je dirais, un oubli quasi volontaire du sujet âgé dans les essais. Quand on voit l'âge moyen dans tous les essais, que ce soit sur les IEC, les ARA2, les bêta-bloqueurs, pour la plupart des bêta-bloqueurs, pour les ARN, les anti-SGLT2, on est sur une moyenne d'âge dans les essais qui ne dépasse pas 65 ans, sauf pour peut-être une classe thérapeutique, ou bien un médicament en particulier, qui est le Nebivolol, qui a osé, sur une étude senior, de
de s'attaquer à des patients très âgés. Et la moyenne d'âge chez ces patients dans cette étude-là était de 76 ans, alors que les autres bêta-bloqueurs qui ont prouvé aussi leurs bénéfices dans cette pathologie, finalement, le profil des patients étudiés était vraiment des patients relativement plus jeunes et du coup avec un risque d'intolérance qui était moindre. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était involontaire? Je ne peux pas en parler, mais je vais surtout vous parler de l'étude senior qui s'est surtout attachée à gérer ou bien à voir un petit peu ce qui se passe chez les patients âgés et, comme je vous ai dit, des profils assez difficiles à gérer. Voilà l'étude senior, elle est assez vieille, 2007, bon, ça date quand même, mais elle s'est vraiment acharnée à voir un petit peu, d'abord l'efficacité, bien sûr, c'est le but de tout essai thérapeutique, mais surtout la tolérance chez des populations de patients très âgés avec une moyenne d'âge de 76 ans. Qu'est-ce qui ressort de cette étude-là? Tout d'abord, on ne va pas voir les bénéfices. Les bénéfices ont été déjà prouvés par les autres bêta-bloqueurs hypersélectifs. Mais la tolérance, regardez que la tolérance chez cette population qui est très âgée, elle est vraiment exceptionnelle. Pour le nebivolol, quand on voit toutes les doses confondues, on est sur une tolérance d'environ 93%. Mais si on regarde spécialement les fortes doses, 5 mg, voire même 10 mg, qui était la dose cible chez ces patients-là, ben on est sur un taux de tolérance qui dépasse pratiquement, qui est autour de 80%. Pour vous dire que le nebivolol, dans la catégorie des patients très âgés, c'est un bêta-bloqueur qui reste très, très toléré. Et je vous encourage vraiment à le tester chez vos patients et vous allez presque vaincre votre phobie des bêta-bloqueurs chez les patients âgés. Regardons maintenant l'efficacité, parce que quand on prescrit un médicament, finalement, c'est pour avoir un bénéfice. Et là aussi, le bénéfice est clair. Quand on arrive à mettre du nebivolol à faible dose, à dose modérée de 5 mg, voire même à très forte dose de 10 mg, ben finalement, on a un effet direct sur la réduction de la mortalité, toutes causes confondues, la mortalité cardiovasculaire et le risque de réhospitalisation versus placebo. Les seuls patients qui ne tiraient pas bénéfice du nebivolol et qui étaient à un surrisque de mortalité, c'était les patients les plus lourds qui ne toléraient même pas une faible dose de nebivolol. Ceux-là avaient malheureusement un surrisque, même versus placebo. Pour vous dire que quand on arrive à mettre un bêta-bloqueur type nebivolol, à faible dose, à dose modérée, voire même à très forte dose, le bénéfice est là et la tolérance est pratiquement assurée à environ 97%, 93%. Voilà les différents diagrammes qui montrent un petit peu les différentes doses de nebivolol versus placebo. Bien sûr, ce qui est fait le mieux, c'est le 10 mg et le 5 mg. Alors que sur les faibles doses, et c'est courant de voir des patients avec un quart de 5 mg, ce qui est utile, mais pas autant que des patients qui vont réussir à avoir une titration beaucoup plus importante, genre 5 ou 10 mg. Et finalement, les patients qui ne tolèrent pas le nebivolol, et ce sont les patients les plus mauvais sur le plan évolution et surtout sur le plan mortalité. Donc, quand on va pouler toutes les doses confondues, finalement, on est sur une étude qui a démontré largement, en plus de la tolérance, une efficacité claire du nebivolol versus placebo sur tous les paramètres qu'on a cités, mortalité cardiovasculaire, réhospitalisation, mais aussi mortalité toutes causes confondues. Est-ce qu'on le fait en pratique? Est-ce qu'on prescrit des bêta-bloqueurs en pratique? Finalement, pas assez. Quand on voit cette méta-analyse qui a vu un petit peu le taux de prescription des bêta-bloqueurs chez les personnes âgées, finalement, on est sur un taux de prescription de 30 à 50% uniquement. D'accord? Ça vient peut-être d'une certaine phobie des médecins, parce que quand on parle de personnes âgées, ben, on va avoir peur de mettre un bêta-bloqueur, on craint toujours les effets secondaires et la tolérance, et ça va s'impacter finalement sur l'ordonnance du patient qui va le priver d'une molécule qui est finalement hyper bénéfique, voire même plus bénéfique que les autres classes thérapeutiques de la quadrithérapie. Et puis, pour ceux qui craignent un petit peu la tolérance ou bien l'intolérance, si vous voulez, chez les personnes âgées, notamment ceux qui sont porteurs d'une BPCO, et on sait qu'avec l'âge, si le patient traîne une BPCO à cet âge-là, ben, ça sera vraiment à un stade assez évolué, ça ne va pas être une BPCO débutante. Et sachez qu'on a maintenant le nebivolol qui a démontré, on va le voir d'ailleurs, qu'il est très bien toléré chez les patients, même porteurs de BPCO.
Là, c'est un papier assez récent, un papier 2020 qui a un petit peu, qui a essayé de comparer les différents bêta-bloqueurs en fonction de l'état respiratoire des patients. Et qu'est-ce qui ressort de ce papier? C'est que les deux molécules les plus tolérées sur le plan respiratoire, si vous voulez, ce sont le nebivolol en premier et le bisoprolol, bien devant tous les autres bêta-bloqueurs sélectifs. Et puis, ils ont même proposé un algorithme, disons, pour choisir en fonction de l'état respiratoire du patient, BPCO, à un stade avancé ou pas, quel est le meilleur choix de bêta-bloqueur. Et bien, ce qui ressort de cette approche-là, ici en orange, ce sont les bêta-bloqueurs de première intention. En bleu, ceux qui sont aussi autorisés à être prescrits. Et en rouge, les médicaments ou bien les bêta-bloqueurs qui ne sont pas adaptés à cette tranche d'âge porteuse, disons, de pathologie pleuropulmonaire. Finalement, quand on voit ça, le nebivolol trouve une place, quel que soit l'état respiratoire du patient. Et quand on s'acharne, ou bien quand on regarde un petit peu les patients les plus âgés, plus de 75 ans, finalement, le nebivolol est le bêta-bloqueur de choix chez ces patients-là. Voilà, en conclusion, mon message étant de vous convaincre encore que les bêta-bloqueurs sont très bénéfiques, quel que soit l'âge des patients. Et quand on a des patients âgés, ce n'est pas une raison, enfin l'âge ne doit pas être une raison suffisante pour les priver de ce bénéfice-là. La tolérance, si vous craignez la tolérance ou bien l'intolérance des bêta-bloqueurs, sachez qu'il faudrait, ça dépend essentiellement pas de la classe, mais surtout de la molécule. Et ça va vraiment faire la différence en termes de tolérance. Et si on croit tout ce qu'on a vu sur les études et la sélectivité, ou bien l'hypersélectivité même du nebivolol, ben, je peux vous dire que chez les personnes âgées, et surtout les personnes très âgées, les plus fragiles, ben, le nebivolol est le bêta-bloqueur de choix chez ces patients-là, même s'ils sont porteurs de pathologies respiratoires à un stade avancé. Avant de conclure, je vais profiter du pupitre pour faire un peu de pub. Un DU que je dirige depuis 3 ans, un DU qui est consacré à la cardiogériatrie. Je vous invite vivement à s'y inscrire parce que c'est très utile vu qu'on est maintenant sur un changement démographique, on est en train de voir de plus en plus de patients âgés et il faudrait, disons, se former pour être prêt à gérer ce type de patients. Et je vous remercie.